Et si, soudainement, en une seule nuit, la lumière disparaissait entièrement de votre vie? Imaginez-vous au petit matin. Vous vous réveillez, mais votre réveil ne sonne pas, car il s'est arrêté en pleine nuit. Vous vous levez, tâtonnez dans l'obscurité, et constatez que rien ne fonctionne. Ni la lumière, ni l'eau chaude, ni votre téléphone. La ville entière semble plongée dans un silence irréel, un silence pesant, comme suspendu dans le temps. Le métro s'arrête net sur ses rails, des milliers de passagers privés de toute possibilité de rentrer chez eux. Les hôpitaux, privés de courant, basculent dans l'obscurité, recourant à des générateurs de secours qui ne peuvent pas durer éternellement. Les banques ferment leurs portes, incapables d'accéder aux données ou de garantir la sécurité des fonds. Les téléphones deviennent muets, les réseaux s'effondrent. Plus rien ne répond, ni dans la rue, ni chez vous. La vie moderne, si dépendante de l'électricité, vacille. Cela paraît irréel, et pourtant, c'est le cauchemar qu'ont vécu des millions d'Ukrainiens le 15e octobre dernier. 7 régions entières ont été frappées par des attaques massives, privant des millions de personnes d'accès aux fonctions élémentaires de la vie quotidienne. À Kiev, au cœur des institutions, banques et transports, tout s'est éteint soudainement. Sur les réseaux sociaux, l'angoisse monte en flèche. Des vidéos d'immeubles plongés dans les ténèbres, de rues désertes, de messages affolés cherchant des proches ou de l'aide pour les plus fragiles, piégés sans ascenseur ni soins. Selon les experts et le gouvernement, dans la nuit du 15e octobre, plus de la moitié des infrastructures électriques vitales du pays ont été touchées ou détruites. Le pays s'est figé, paralysé, chaque minute sans électricité pouvant coûter une vie. L'enjeu devient immense. Sans énergie, sans communication, sans transport, la survie quotidienne et la stabilité de toute la société vacillent. Pour saisir la gravité de cette situation, rappelons-nous la tempête de 1953 aux Pays-Bas, lorsque des digues cédèrent, privant plus de 100 000 personnes d'électricité pendant plusieurs jours. À l'époque, l'absence de courant avait déjà montré à quel point la société moderne est vulnérable. Mais en Ukraine, il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle, mais d'une stratégie délibérée de guerre. Dans ce chaos, perdre le contrôle des infrastructures vitales ouvre la porte à une désorganisation totale de l'État, à des pertes humaines massives, à une déstabilisation profonde et peut-être irréversible. Comment continuer à vivre, à espérer, quand la nuit s'abat sur tout un pays et que l'avenir semble s'effacer? Pour comprendre comment l'Ukraine tente de survivre à ce choc, il faut plonger au cœur de la stratégie russe et des réponses improvisées par la population. Ce blackout n'est pas le fruit du hasard. Depuis plusieurs jours, l'Ukraine essuie des frappes russes massives, coordonnées et répétées contre ses infrastructures vitales, centrales électriques, dépôts de carburant, nœuds logistiques. Les attaques visent à désarticuler la chaîne d'approvisionnement, paralyser la logistique militaire et fragiliser le quotidien de millions de civils. Si l'on se réfère à l'histoire, la stratégie du sabotage des infrastructures n'est pas nouvelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont bombardé les ponts et les réseaux ferroviaires allemands pour ralentir les mouvements de troupes. Mais jamais, dans l'ère moderne, une telle campagne systématique contre des infrastructures civiles n'avait été menée à une aussi grande échelle. Les coupures d'électricité ne se limitent plus à quelques zones isolées. Elles gagnent du terrain, touchant la capitale Kiev, mais aussi des régions stratégiques telles que Dniepropetrovsk et Kirovograd. Les quartiers centraux de Kiev, où se concentrent institutions, banques et lignes de métro, basculent dans l'obscurité totale, à intervalles imprévisibles. Immédiatement, le métro s'arrête. Des milliers de personnes sont contraintes de marcher dans des rues désertes. Les hôpitaux basculent sur des générateurs d'urgence, mais les communications deviennent erratiques. Téléphonie, Internet, radio, les interruptions sont fréquentes, entravant l'action des secours et la coordination vitale. Dans de telles circonstances, chaque minute compte. Pour un patient sous assistance respiratoire, une panne de courant peut être fatale. Pour les pompiers, l'absence de lumière complique les interventions lors d'incendies provoqués par les frappes. De nombreux exemples, relayés par les médias locaux, montrent des médecins opérant à la lumière de lampes frontales, des accouchements réalisés dans des sous-sols, et des familles entières cherchant refuge dans les stations de métro,
transformés en abris de fortune. Pendant ce temps, drones et missiles russes frappent jour et nuit. Acheminer armes, vivres et munitions devient un jeu de hasard mortel. Les convois logistiques s'aventurent sur des routes détournées, souvent impossibles à sécuriser. Les stocks fondent, chaque réparation d'infrastructure s'apparente à une course contre la montre. La crise énergétique déclenche une réaction en chaîne. L'économie est ralentie, les chaînes de production stoppées ou réduites au minimum, l'accès aux soins se complique. Les familles se regroupent autour de lampes improvisées, les commerces ferment plus tôt, l'incertitude s'infiltre dans chaque geste quotidien. Le risque est colossal. L'effondrement de la chaîne logistique nationale menacerait non seulement la défense du territoire, mais la survie même de la population. Rappelons les exemples du Liban, où les crises énergétiques ont mené à une paralysie quasi complète de l'économie et à l'exode de milliers de citoyens. Au-delà du front militaire, c'est tout l'équilibre social, économique et moral du pays qui vacille. Mais face à cette offensive, un autre combat s'organise. Derrière chaque blackout, la société ukrainienne s'adapte et cherche des solutions, parfois au prix de grands sacrifices. La guerre en Ukraine s'est muée en épreuve d'endurance. Désormais, il ne s'agit plus seulement de forces militaires, mais de la capacité à survivre sous pression constante. Les frappes russes redéfinissent le conflit, le transformant en une guerre d'attrition, où chaque souffle coupé est une victoire pour l'assaillant. La stratégie du Kremlin s'apparente à une guerre des 1000 entailles. Plutôt qu'une offensive frontale, Moscou privilégie des frappes régulières sur les infrastructures clés, centrales électriques, gares, ponts, réseaux de communication. Chaque attaque vise à affaiblir le pays, section par section, sans jamais lui laisser le répit nécessaire pour se reconstruire. Ce n'est plus la force brute qui décide, mais la somme des petites pertes qui, additionnées, risquent de tout faire basculer. Cette approche rappelle celle utilisée lors de la guerre de Corée, où les lignes de communication étaient régulièrement sabotées afin d'épuiser l'ennemi. Pour l'Ukraine, le défi est titanesque. Les forces sont concentrées sur quelques axes critiques, laissant de vastes zones exposées. À la moindre extension des lignes, la logistique se désagrège. Des unités entières se retrouvent isolées, sans renfort ni approvisionnement, à la merci d'un encerclement soudain. Le manque de réserve devient un gouffre. L'usure accélérée des équipements, la destruction des dépôts et la pénurie de pièces détachées érodent chaque jour un peu plus la capacité de résistance. Même les villes supposées à l'abri deviennent des cibles. L'arrière n'est plus un sanctuaire. La confiance s'effrite, les chemins de ravitaillement se raréfient. À Mariupol, par exemple, le siège a montré comment une ville entière peut être coupée du monde, luttant pour chaque litre d'eau et chaque bougie. Pourtant, c'est sur le plan psychologique que l'offensive est la plus ravageuse. L'insécurité se généralise, même loin du front. Les coupures d'électricité plongent des quartiers entiers dans l'obscurité, paralysent les transports, forcent des milliers de familles à fuir. Les flux migratoires internes s'intensifient, saturant les régions d'accueil et vidant les grandes villes de leur énergie vitale. Kiev, cœur battant du pays, vacille sous cette pression diffuse. Jadis impensable, la question de l'évacuation de la capitale surgit dans les cercles du pouvoir. Déplacer les centres de décision n'est plus tabou. La paralysie totale, en cas d'attaque prolongée, fait désormais partie des scénarios envisagés. Même le soutien occidental, longtemps considéré comme un bouclier inébranlable, montre ses limites. Les systèmes de défense anti-aérienne, déjà insuffisants, peinent à suivre le rythme des frappes. Acheminer armes et matériel devient un casse-tête logistique. L'aide étrangère, soumise à conditions, arrive tard et ne comble pas l'ampleur des besoins. Si cette spirale de désorganisation persiste, tout l'édifice risque de s'effondrer. L'ouverture de brèches dans la résistance pourrait permettre à l'ennemi d'avancer rapidement, bouleversant l'équilibre en quelques semaines. On se souvient comment, lors de la crise des Balkans dans les années 90, l'effondrement logistique a précipité la chute de plusieurs villes stratégiques. Dans ce contexte, une question lancinante s'impose. Sur quelles ressources l'Ukraine peut-elle encore compter pour inverser la tendance? Et comment préserver l'esprit de résistance face à l'usure et à la peur? Pour comprendre comment l'Ukraine tente de survivre à cette épreuve,
Il faut plonger au cœur de ces stratégies d'adaptation. Les réponses émergent, parfois improvisées, parfois ingénieuses, dans chaque ville et chaque foyer. Lorsque des frappes ciblent une centrale électrique, c'est tout un pays qui bascule dans l'incertitude. En Ukraine, la nuit tombe désormais sur des villes privées de lumière, mais aussi d'espoir tangible pour le lendemain. Depuis plusieurs jours, la population affronte une pénurie d'énergie et de ressources vitales sans précédent. Le carburant se fait rare, les pièces détachées deviennent inaccessibles, les réserves humaines montrent des signes d'épuisement. Dans les régions les plus touchées, un nouveau spectre apparaît, celui du dépeuplement. Les familles prennent la route de l'exil. Les spécialistes cherchent refuge à l'étranger, vidant les villes de leurs forces vives. Cette fuite accélère la création de déserts démographiques. Les réseaux de solidarité s'effritent, les compétences s'évaporent. L'économie paie le prix fort, les usines tournent au ralenti, certaines ferment définitivement, tandis que les investisseurs étrangers se retirent. Chaque journée sans production approfondit le gouffre économique. Chaque nuit sans électricité corrode la confiance dans l'avenir. Mais la crise ne se limite pas au matériel. Le moral collectif, déjà fragilisé par des mois de guerre, s'érode. Les promesses de retour à la normale paraissent lointaines, et la défiance envers les institutions s'installe. Qui prendra les bonnes décisions? Qui saura protéger la population? Cette instabilité gagne la scène politique. À Kiev comme ailleurs, les débats se durcissent, les alliances se fissurent, tandis qu'à l'international, certains partenaires hésitent. L'équilibre politique ukrainien, voire celui de la région, vacille. Le conflit s'enracine. Les budgets publics sont aspirés par la défense, l'industrie se militarise, laissant les besoins civils de côté. À long terme, c'est la structure même de la société ukrainienne qui risque d'être bouleversée, parfois de façon irréversible. La vraie question demeure: l'Ukraine saura-t-elle transformer cette épreuve en résilience? Un échec ouvrirait la voie à une crise démographique grave et à une dépression économique prolongée, dont il serait difficile de se relever. Des solutions existent-elles pour inverser la spirale ou, au moins, en atténuer les conséquences? Pour comprendre comment l'Ukraine tente de survivre à cette tempête, il faut s'intéresser aux initiatives locales et aux stratégies d'adaptation qui émergent malgré l'adversité. Survivre n'est plus une question de force brute, mais d'adaptation. En Ukraine, la crise actuelle a bouleversé toutes les priorités. Ce qui compte désormais, c'est la capacité à réparer, à improviser, à s'ajuster face à l'imprévu, tout en maintenant l'unité nationale. Des signes d'adaptation surgissent partout. Là où le réseau électrique s'est effondré, des générateurs individuels prennent le relais. Les batteries portables deviennent la bouée de sauvetage pour rester connectés. Dans chaque quartier, des réseaux de solidarité naissent, permettant entraide et survie collective. Cette nouvelle réalité impose une refonte totale de la logistique. Il faut inventer des chaînes d'approvisionnement flexibles, capables de contourner les blocages et de limiter les risques. Parfois, un seul geste d'adaptation offre plusieurs journées d'autonomie supplémentaires. Prenons un exemple concret. Dans la ville de Lviv, des écoles ont transformé leurs cantines en cuisines solidaires, préparant des repas pour les habitants privés de gaz ou d'électricité. À Odessa, des ateliers de réparation improvisent des solutions pour remettre en état des groupes électrogènes ou adapter des batteries de camions à l'alimentation domestique. Dans certaines campagnes, des agriculteurs partagent leur production avec les villages voisins, recréant des réseaux d'entraide dignes des périodes de disette du XXe siècle. L'information circule plus vite que jamais et le contrôle du récit est vital. Une rumeur, une panique incontrôlée, peuvent éroder la confiance plus sûrement qu'une attaque physique. La transparence, la confiance dans les institutions et des messages clairs deviennent les armes invisibles de la résistance civile. La résilience ne se limite pas aux ressources matérielles. L'espoir, le soutien psychologique et l'entraide sont des remparts stratégiques. Croire en un avenir possible, même fragile, permet de tenir face à l'impensable. Des cellules de soutien psychologique se sont ainsi créées dans de nombreuses villes, offrant écoute et réconfort aux familles séparées ou endeuillées. Dans cette guerre d'usure, chaque personne pèse. Soldats au front, bénévoles dans une cuisine, voisins partageant sa batterie. Tous participent à la survie du tissu social.
Additionner ces gestes quotidiens, c'est bâtir la résistance véritable. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale regorge de tels exemples. À Londres, lors du Blitz, des familles accueillaient des inconnus dans leurs caves pour survivre au bombardement. L'histoire l'enseigne. Manquer d'adaptation ou d'unité, c'est s'exposer à l'isolement et à la fragmentation. Dans une guerre qui s'éternise, ce danger grandit à chaque jour, menaçant de faire disparaître jusqu'à l'espoir lui-même. Mais si l'adaptation est vitale, elle a aussi ses limites. À mesure que la guerre s'enlise, l'épuisement et les tensions internes peuvent menacer l'équilibre fragile du pays. Face à cette adversité, de nombreuses initiatives voient le jour pour pallier les carences. Des applications mobiles sont développées pour signaler les zones où l'électricité est rétablie temporairement, permettant aux habitants de s'organiser pour recharger leurs appareils ou accéder à des points d'eau. Des tutoriels circulent sur les réseaux sociaux pour apprendre à fabriquer des chauffages de fortune à partir de matériaux de récupération. Des associations distribuent des lampes solaires, des filtres à eau et des kits de survie. Des jeunes ingénieurs conçoivent des systèmes de communication par radio amateur, capables de fonctionner sans infrastructure centrale. L'ingéniosité devient un rempart contre l'abattement. Êtes-vous prêt à vivre dans l'incertitude et à transformer cette incertitude en force? Aujourd'hui, en Ukraine, chaque lampe qui s'éteint et chaque métro silencieux rappelle que la guerre n'appartient plus seulement aux soldats. Désormais, c'est la vie de millions de civils qui bascule à chaque instant. Les décisions urgentes traversent chaque foyer, chaque famille, chaque voisinage. Nul n'est épargné par l'épreuve. L'avenir du pays ne se joue plus uniquement sur le champ de bataille. Il s'écrit dans la solidarité, l'ingéniosité, la persévérance de toute une société qui refuse de plier. Car face à la perte d'électricité, à l'absence d'eau, au chaos logistique, une nouvelle arme s'impose, la résilience. Le courage ne se limite plus à tenir une ligne de front. Il s'incarne désormais dans la capacité à garder confiance, à s'adapter, à aider les siens à supporter le manque et à reconstruire, encore et encore, malgré la peur et la lassitude. Ce sont le moral collectif, la capacité d'union et l'art d'inventer sous pression qui décideront si l'Ukraine peut traverser cette nouvelle phase du conflit. Un effondrement logistique, ou pire encore, un effondrement du moral national, aurait un prix terrible, des vies perdues, la fuite des talents, la désindustrialisation et peut-être la transformation même de l'âme du pays. Alors, la vraie question s'impose. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre la résilience de votre propre communauté si demain l'incertitude devenait la norme? Seriez-vous prêt à changer de vie, à renoncer au confort, à inventer de nouveaux repères pour protéger ce qui compte vraiment? Car parfois, les batailles majeures ne se gagnent pas avec des armes, mais avec la force d'un peuple déterminé à ne jamais céder. Et vous, seriez-vous prêt à transformer l'incertitude en espoir? Pour conclure, gardons à l'esprit que si la lumière peut disparaître en une nuit, la volonté d'un peuple uni peut rallumer l'espoir, même dans les ténèbres les plus profondes.